Les amis, on est aux arènes de Béziers. Et coup de chance, c'est la journée du patrimoine, donc du coup, on peut visiter gratuitement. Allez, on est là les amis, je vais vous montrer les arènes. Allez les amis, les arènes de Béziers. C'est la première fois que je rentre sur une arène. Oh, magnifique. Je vais faire le tour des tribunes. Et on va avoir droit à une visite donc avec guide qui va se passer, je vous le répète, gratuitement parce que tout simplement sa journée du patrimoine, pardon. Je crois que j'ai pris froid un petit peu, je m'excuse. Allez, ça commence, c'est beau. Et en haut là, regardez, les loges, c'est magnifique, c'est super beau. Et le sable donc, des arènes. Un peu dur au fond, hein, mais bon. Ici il y a eu beaucoup de toreros, de taureaux qui se sont battus. Et là normalement il y a je pense les endroits où se cachaient les toreros. Regardez comme c'est beau. Là vous pouviez marcher là-dessus. Là ça va être un endroit où se cachaient les toreros qui heureusement pour eux étaient minces. Voilà. Je vous montre l'intérieur, moi je passe pas. C'est magnifique. Voilà, et là c'était aussi l'endroit où elle se cachait aussi. Hein. Regardez, je vais vous le montrer. Ils n'étaient pas épais, ils sont pas épais parce que, alors qu'il y a encore des traces de fer à chevaux. Ils sont pas épais parce que regardez, il faut pouvoir passer là. Moi pour être honnête, je passe juste. Heureusement qu'ils ont des tailles de guêpes. C'est formidable. Arène de Béziers. La première question, c'est de vous poser une question. Il y a beaucoup de Viterrois parmi vous? Non. Des Viterrois? Oui. D'accord. Et ceux qui ont déjà vu des corridas? Pour m'adapter au public. Alors vous êtes donc dans les arènes de Béziers, c'est les 5e qui ont été construites. Celles d'avant, bon, pour les Viterrois, je vais signaler où elles étaient. Les premières étaient sur la place du 14 juillet, la place où il y a la médiathèque. Les suivantes étaient rue Argence, vers les pompiers. On se situe à peu près donc, dans les années 1860, puis 1865. Ensuite, c'est vers le cimetière Vieux, à peu près. Et les avant-dernières, celle-ci, c'est place Émile Zola, une petite place qui était derrière. Alors toutes ces arènes-là étaient construites en bois. Alors, il y avait une place à peu près entre 3000, 4000, 5000, suivant les constructions. Et puis, ces dernières arènes, je vais vous montrer comment elles étaient. C'est celle qui était place Émile Zola. Voilà. Il y a beaucoup de monde, j'espère. Alors, quand vous en avez assez de m'entendre, hein, vous partez. Si ça vous... Voilà. Donc, alors, ces arènes elles vont brûler en 1896. On ne saura pas si c'est un accident ou un acte de malveillance. Elles sont en bois, il y a de la paille. Bon, elles prennent feu. On accusera un SDF de l'époque d'avoir mis le feu. Bon, peu importe. Et comme il y a une expansion dans la population des corridas, eh bien, il est question d'en construire en dur. D'abord parce que Béziers a de l'argent. C'est à l'époque une ville qui est riche avec la viticulture. La viticulture, il y a énormément de monde qui y travaille, que ce soit dans les vignes, dans les vignobles ou dans la vente, et puis tous les produits qui sont fabriqués pour
pour faire pousser, avoir du vin. Et un dénommé Arthur Fayot, qui est le directeur, qui était le directeur des arènes de Nîmes et de celle de Paris, puisque vous savez, il y a eu des corridas jusque dans les années 50, à peu près, dans toute la France. Il y en a eu à Roubaix, il y en a eu à Rennes, à Strasbourg. À Paris, il y en a eu des très grandes pour le centenaire de la Révolution. Et Arthur Fayot était donc l'ancien directeur de Nîmes et de celle de Paris. Il va voir le maire de l'époque qui s'appelle Masse et il lui dit voilà, bon, il semblerait que les Biterrois veulent des arènes solides et en dur, donc je vais faire une société avec deux autres Biterrois qui s'appellent Sautel et Glaise, et ils vont construire, ils vont avoir la mission en 1897, en janvier, on va commencer donc la construction de ces arènes qui doivent être terminées pour juillet. Bon, c'était un peu une gageure parce qu'elles ne seront pas terminées du tout. Et je vais vous montrer. Alors, l'endroit ici, le maire va leur donner cet endroit qui est le plateau de Valras, où ce sont des friches et des jardins, voilà. Donc là, les arènes sont terminées. Vous voyez devant, ben, ce sont des... Vous avez vu en face, il y a des restaurants, il y a des cafés, ils sont fermés. Et donc, le plateau de Valras va servir de lieu de construction. Alors, ces arènes, depuis 1920, appartiennent à la Société des arènes de Béziers, une société privée qui va les louer à la ville, et la ville les sous-loue à l'équipe qui va diriger les arènes. Alors, c'est le nom dont je vous lui donne, Olivier Marché, qui a pris la suite de son père, et Sébastien Castella, qui est un matador célèbre, qui est encore en exercice, et puis le directeur des arènes de Nîmes et de celle de Séville, c'est un Français, qui s'appelle Casas. Voilà, donc c'est eux qui gèrent en sous-location les arènes. On va aller dans... Alors il y a bien sûr sur des arènes qui servent pour les corridas et pour beaucoup d'autres choses, hein, vous vous en doutez. Et elles ont quand même été construites à l'origine que pour les corridas. Mais vous avez c'est le nom indiqué ici, la Castelmont de Vauxost, qui est à Valence, Valencia en Espagne, et qui est un aficionado, et il assiste dans les arènes de Valencia à concert de musique classique, de musique plutôt, et il se dit mais pourquoi on ne ferait pas la même chose à Béziers pour relancer un peu l'activité culturelle. Et il va donc voir Camille Saint-Saëns, c'est un de ses amis, enfin, qui deviendra un de ses amis, pour créer un cycle d'opéra. Voilà. Donc on va aller dans le rideau. Le rideau c'est la piste. Alors, j'évite les termes espagnols, mais bon, des fois c'est difficile, on est aficionado, de ne pas les employer sur la corrida d'origine espagnole. Donc 1897, on commence les travaux en janvier, il y a 200-250 ouvriers qui vont les commencer, et arrivera le 10 juillet où il y aura la première corrida. Et après, donc Camille Saint-Saëns, c'est ça je vais vous en parler là-bas, qui va créer un opéra. Et après, il y aura beaucoup de m'entendre. Je ne me froisserai pas s'ils sont bons. Je comprends qu'au bout d'un moment, on peut en avoir assez de m'entendre. Alors donc, je reviens à Camille Saint-Saëns, contacté par Castelmont de Vauxost. Ils vont... alors, Saint-Saëns n'aime pas du tout la corrida, donc ça ne lui dit rien de créer un opéra dans ce lieu. Et il va être attiré un soir par Castelmont, qui aura caché dans les Gaulois, enfin dans les passages, des musiciens et des chanteurs. Et bon, le soir, ils vont jouer, et bien sûr, Saint-Saëns va être séduit par l'acoustique. Vous voyez que là, je ne parle pas très fort, et vous seriez assis en haut, ben, vous m'entendriez. Vous voyez, donc il y a une très très bonne sonorité, c'est normal, c'est une cuvette, on l'entend très bien. Et donc Saint-Saëns, un an après la première corrida, je crois que c'est le 10 août 1898, va créer Déjanire, un premier opéra qui va écrire spécialement pour ces arènes. Et puis vous allez avoir jusque dans les années à peu près 1930,
à quelques années près, tous les grands musiciens, tous les grands comment on peut, concepteurs d'opéra vont venir jouer ici. Alors, il y a Gounod, Massenet, Charpentier, vous voyez, et ça change bien sûr, qui vont jouer différents. Voilà. Alors, je reviens un peu en arrière. Donc, les arènes, quand arrivent le 10 juillet 1897, ne sont pas du tout terminées. Vous avez par exemple, qui seront finis en 1901. Donc, on est en 1901. On construit les loges. Vous voyez, les loges, ce sont les niches qui sont là-haut. Et là, je reviens donc aux opéras. Je vais souvent de coq à l'âne, c'est un peu volontaire pour pas. Et on va donc. Pour le premier opéra, il n'y a pas du tout cette scène. Cette scène, elle a été faite en 1920, 1919, 1920. Et à l'époque, vous avez la même porte qui est ici. Vous voyez, comme celle-ci. Et on va construire donc, les décors de théâtre avec des charpentes en bois et bien sûr de la toile. Enfin, voilà. Donc là, la construction d'un décor. Les décors montent jusqu'en haut. Ils occupent à peu près un quart du ruido, de la piste. Et une fois que le décor est terminé, ben voilà un décor, c'est la scène, c'est pour l'opéra. Les hérétiques. Alors les hérétiques, ça raconte l'histoire des cathares, un peu très romancé, hein, bien sûr. Et vous allez avoir là environ 300 musiciens, 300 chanteurs. Ces chanteurs, ils viennent soit les ténors viennent de Paris, hein, et le reste, c'est recruté. Il y a beaucoup d'associations dans autour de Béziers. Voilà, une autre, ça c'est la Vestale, c'est je ne sais plus ici. Et vous avez, donc vous voyez, on voit qu'il y a beaucoup de chanteurs qui vont jouer. Alors on prend les musiciens, bon, il y en a qui viennent de Paris, mais la plupart viennent des villages autour de Béziers et de Béziers, puisqu'à l'époque, vous avez beaucoup de fanfares, hein, enfin, les peignards, comme on dit ici, qui vont jouer, puisque, je vous dis, il y a des fois jusqu'à 200 musiciens, c'est quand même énorme. Les décors montent jusqu'en haut. Alors tous ces décors, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Donc là, on va faire un peu d'histoire. Arrive la guerre de 14-18. Alors, 1912-1913, les arènes n'ont pas très bien vieilli. Elles sont un peu délabrées, il est question de les détruire. Et arrive la guerre de 14-18, bien sûr, on va détruire d'autres choses que les arènes de Béziers. Et pendant la guerre de 14, on va parquer ici, au début de la guerre, les Alsaciens-Lorrains. Vous savez que l'Alsace et une partie de la Lorraine sont pris par les Allemands, les Prussiens. Et on va rafler tous les Alsaciens lorrains qui sont ici, ils sont environ 2000, 3000, pour les laisser quelques semaines, quelques mois à peu près, jusqu'à novembre. Et ils vont prendre les décors pour se faire des tentes et le bois pour se faire la nourriture et chauffer. Donc pendant la guerre, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'ils sont de très bons Français et on va les relâcher, les libérer. Et pendant la guerre, bien sûr, il n'y aura pas de corrida pendant cette première guerre mondiale. On va finir la deuxième guerre mondiale. Bon, là, c'est un peu plus mouvementé aussi. Vous allez avoir là la rafle des anti-nazis. Alors là, c'est la guerre, c'est en septembre 1939. Donc, on va arrêter les anti-nazis et antifascistes en considérant que c'est peut-être ce qu'on appelait la cinquième colonne. La cinquième colonne, c'était l'introduction d'ennemis sur les arrières pour saboter. On s'apercevra que ce n'est pas du tout des gens qui sont dangereux, au contraire, ils sont plutôt de notre côté. Certains iront dans la Légion étrangère et d'autres iront se cacher, puisqu'après, la France va être coupée en deux. Une zone, ici on est dans la zone de Pétain, et une zone allemande. Et arrivera donc
une fois qu'on les a relâchés, vous aurez, là aussi, ils vont se servir des décors pour se chauffer et pour s'abriter. Et en mai, juin, vous avez la démobilisation de l'armée française. Vous aurez 300 aviateurs qui vont venir ici. Et eux, c'est eux qui vont faire le plus de dégâts. Et les arènes sont vraiment en très très mauvais état. Et quand les Allemands arriveront en novembre 1942, vous savez que je vous ai dit il y avait 2 zones. Et quand les Américains débarquent en Afrique du Nord en 1942, les Allemands envahissent la zone d'équilibre et ils transformeront les arènes en garage et en dépôt de munitions. Arrive la libération, donc en août 1944, où là on va arrêter tous ceux qui ont eu une mauvaise action, enfin, les collaborateurs et autres aux nazis. Et malheureusement aussi, il y aura certainement jusqu'à 2 à 3 000 personnes qui passeront dans ce centre de tri de l'Hérault. Et certains seront jugés et connus comme étant vraiment des collaborateurs et seront fusillés. Bon, il n'y en a pas des masses, hein. C'est plus long, une dizaine peut-être. Ils sont fusillés vers où il y a maintenant à peu près dans la zone où il y a la nouvelle prison. Et puis arrive donc 46, les arènes vont reprendre avec une première corrida qui sera très mauvaise d'ailleurs. Mais les arènes seront combles parce que les gens ont besoin, après 4 années d'occupation et de guerre, de se détendre. Et puis les corridas vont reprendre régulièrement, ainsi que tous les autres spectacles. Parce que vous vous doutez bien qu'un lieu comme ça ne va pas servir qu'aux opéras et aux corridas. Même si maintenant, s'il y a des corridas, il y a le plus. Il y a une dizaine de... Enfin, il n'y a pas que des corridas, il y a des nobiliades et autre chose. Alors, on va s'en servir par exemple en 1900, vous avez un cirque, bon ça a l'air extraordinaire, un cirque qui va venir ici, donc on a fait une piste, c'est le cirque Plège qui n'existe plus. Et donc il y aura les animaux. Vous aurez les chasses à courre ici, enfin il y aura tout ce qui peut être fait comme spectacle sera fait, surtout que bon, à l'époque il n'y a pas de télévision encore, hein. Là c'est 1900, 1920 là, par exemple. 125 je pense. Là c'est un concours de pétanque. Alors ça il y en a encore eu il y a 3-4 ans ou 5-6 ans. Ici il y aura aussi du tennis, il y aura tout ce qu'on peut faire avec une grande piste qui permet de faire. C'est simplement alors maintenant attendez voilà. Alors oui ça c'est 1932. On va faire une piste en bois, légèrement inclinée pour la force centrifuge, et vous allez avoir une course cycliste qui s'appelle la Coupe d'Or en 1932. Ils vont tourner comme au Vélodrome d'hiver à Paris. Le cyclisme a beaucoup de faveur du public. Ils vont tourner autour. Voilà. Alors après la Seconde Guerre mondiale, et ici vous allez avoir bien sûr tous les chanteurs de l'époque, alors c'est énorme qui vont venir ici, hein, tous, Brassens, Ferrat, Aznavour, Bécaud, enfin tous viendront chanter dans ces arènes. Maintenant il y en a beaucoup moins parce que c'est une question de budget, alors, et les chanteurs qui viennent, on voit qu'il y a eu Pagny qui est venu cet été, au mois de juillet, sinon c'est sur les allées Paul Riquet, là, dans le centre de Béziers. Voilà. Alors, je reviens maintenant un peu au corrida, parce que c'est quand même un lieu où c'est quand même la corrida à l'origine, et toujours. Donc, la corrida, comment ça se passe? Alors, donc vous allez avoir d'abord ce qu'on appelle le paseo, là c'est le défilé de tous les protagonistes de la corrida. Alors les protagonistes, il y a les matadors, et en principe, ils sont 3. Ils peuvent être des fois 2, mano à mano, et des fois ils peuvent être seuls, c'est plus rare, quand on régime. Vous avez ensuite, alors vous avez vu là, il y a 2 personnages à cheval, ce sont les alguazils, c'est un costume de Philippe VI d'Espagne. C'est un peu la police des arènes. Bon, c'est théorique maintenant, hein, la police, il n'y a pas forcément besoin, mais ils sont là pour faire respecter le règlement taurin, de veiller au respect du règlement taurin qui est extrêmement précis.
et qui définit les 3 parties de la corrida. Dans les corridas, vous avez 3 tiers, 3 tertios. Ensuite, vous avez la première ligne sur les 3 matadors. On va prendre le schéma classique, hein, c'est-à-dire 3 matadors qui auront à combattre et à tuer 2 taureaux chacun. Alors vous avez le plus ancien est à gauche, et le plus jeune est au milieu, et le moins est à droite. Et derrière, vous avez les 3 lignes, hein, c'est les quadrillas. Les quadrillas sur les aides du matador qui, dans certains moments, vont sortir en piste sur le ruido pour combattre. Et derrière, vous avez les picadors, ils sont 6, donc chacun 2 et 2 et 2. Et puis après, la race, c'est-à-dire ceux qui emmèneront sur des chevaux, la race, qui vont tirer le taureau qui a été tué. Voilà. Alors, comment ça se passe une fois donc là, vous voyez, ils arrivent, ils vont se mettre derrière dans le caléron. Le passage qui est autour s'appelle le caléron. Et vous avez derrière les burladéros pour protéger, puisqu'un taureau peut très bien sauter et à ce moment-là faire du dégât. Et s'il n'y avait pas de protection, il y aurait beaucoup de blessés. Alors là, vous avez les journalistes, les photographes. Là, derrière vous, ils font à peu près tout ça. Alors là, vous avez le médecin, l'anesthésiste, puisqu'il y a obligatoirement un bloc opératoire dans les arènes de cette importance. Ça a été donné par l'hôpital de Béziers quand ils ont changé leur matériel, mais c'est vraiment un bloc opératoire pour les premiers soins et des fois un peu plus. Et là, après, vous avez des invités. Alors, le premier taureau va être. Donc, j'ai des 6 taureaux, on va prendre le cas. Vous voyez la porte qui est au milieu, où il y a au-dessus des logos, en dessous des logos. On va lâcher le premier taureau qui va s'élancer. Bon, il va faire quelques tours. 2 ou 3, une fois 4, et pour que le matador puisse le tester, voir un peu s'il utilise plus la corne gauche ou la corne droite, avec le capote. Le capote, c'est un trait. Voilà. Vous voyez, voilà, un matador. Donc le taureau, c'est la porte, alors toutes les pas sur un nom, là c'est la porte à Gaiola. Le taureau est bondi, donc il a sa cape pour pouvoir faire des passes et tester le taureau. Une fois qu'il l'a testé, ça dure 2 minutes, hein, c'est assez, 2-3 minutes maximum. Le président qui est en haut, alors maintenant les présidents, il est là-haut. Vous voyez où il y a le premier écusson. Alors qu'avant, c'était avec Calnat, dans les années avant 70, ils étaient à la au premier bateau. Et on les a fait monter, là-haut avec ces 2 assesseurs, parce qu'ils prenaient, les gens étaient assez violents, des coussins et des bouteilles ou des choses comme ça. Donc pour le protéger, ils montaient. L'inconvénient, c'est que c'est pas toujours facile de bien juger. Alors c'est lui qui donne les ordres du déroulement à l'aide des mouchoirs blancs bien sûr. Donc premier tiers, ça va être les picadors. Donc vous avez un picador qui va se mettre ici. Ah, vous voyez, on voit des lignes blanches là. Parce que le taureau, il doit pas aller au-delà. Il va charger, mais il doit être placé ici et il va charger donc le picador qui est lui le cheval. Et avec bien sûr le picador. Quand le taureau arrive ici, il ne sait pas qu'il va prendre un coup de pique dans le mourillo. Le mourillo, c'est le gros muscle qu'il a en tous les taureaux. C'est quand même des taureaux de combat, c'est pas des taureaux du plateau des 1000 vaches. Donc le taureau s'élance et va prendre un coup de pique qui va alors lui, bien sûr, il force. Hein, et on va le dégager pour faire un deuxième passage. Alors là, le taureau il est un peu plus hésitant, mais enfin, il finit par y aller. Et on va juger la bravoure du taureau. Alors, pour moi, je suis aficionado, donc je suis pour la corrida, vous vous en doutez. Mais je comprends qu'on puisse ne pas aimer la corrida. Il y a du sang, c'est vrai. Et le sang, c'est un symbole de vie. Vous avez des gens, hommes ou femmes, des fois qui tournent de l'œil quand ils voient un enfant ou même quelqu'un qui saigne du nez. Vous voyez l'importance. Mais on sait depuis 1970 que les mammifères, donc comme l'homme dans les sports de combat et les taureaux, produisent une pièce endogène. Endogène, c'est un peu
dose de morphine en état de stress, il produit qui lui fait oublier, ou tout du moins qui réduit extrêmement la douleur le temps du combat. C'est pour ça qu'un taureau, en règle générale, ne fuit pas, il attaque toujours, alors qu'on pourrait penser, il y a beaucoup d'animaux, hein, même des chiens de combat, si vous leur donnez un ou deux coups de bâton, ils s'en vont. Hein, ils ont tendance à fuir et se réfugier. Là, le taureau, il produit ces opiacés endogènes qui font qu'il oublie la douleur pendant le combat. C'est pour ça que vous avez ensuite les banderilles. Donc ça, c'est les quadrillas qui vont le mettre, c'est les ailes du matador, qui vont lui planter dans le mourillot aussi, des banderilles. Et après, vous avez pendant 15 minutes maximum, vous allez avoir le matador tout seul, qui va se mesurer au taureau, avec bien sûr la muleta. La muleta, c'est le chiffon, enfin pas chiffon, le tissu rouge. Alors, le taureau, lui, voit noir et blanc, hein, mais c'est rouge, c'est la tradition. On pourrait très bien prendre vert ou une autre couleur, mais le rouge, bon, c'est le symbole de l'amour, ça fait beaucoup de choses, du Christ roi, beaucoup de choses. Et puis c'est une couleur qui se voit beaucoup plus que d'autres. Et pendant ce qu'on appelle la faena, le matador va être tout seul avec le taureau et pour arriver à faire un ensemble. Au bout d'un moment, des fois, la musique jouera à ce moment-là. Le président mettra un mouchoir pour donner l'envol de la musique. Et ça ne fait plus qu'un seul quand c'est magnifique. Donc ça s'appelle la noblesse, le taureau de la noblesse. C'est de la bravoure pour attaquer le cheval. Le cheval qui est protégé. Hein. Puisque depuis 1927, les chevaux dans les corridas sont protégés, alors qu'avant ils ne l'étaient pas. Donc c'est des chevaux, il va y avoir 5, 6, 10, maximum je pense 27 chevaux qui ont été tués dans les arènes, pas ici. Hein. Voilà. Et donc il a 15 minutes pour tuer le taureau. Et au bout de 10 minutes, le président va mettre un mouchoir blanc pour indiquer que le taureau, il ne reste plus que 5 minutes pour tuer le taureau. Après, vous aurez 13e minute encore en mettant le mouchoir blanc, ça déclenche les clarines, une trompette qui envoie un son, bien sûr, pour donner au matador qu'il lui reste d'abord encore 5 minutes, 3 minutes et 2 minutes. Si le taureau n'a pas été tué, ce qui est extrêmement rare, mais il repartira derrière, ou alors soit il sera tué derrière, et il repartira peut-être à la derrière, mais en général, s'il n'a pas été tué, c'est que le matador a été mauvais. Hein. J'en ai vu comme ça. Voilà, alors, on va finir sur la corrida comme ça. Vous avez le président, c'est lui qui va donner à l'aide de mouchoirs de couleur différentes choses. Alors, le mouchoir blanc va indiquer les différents tiers, va indiquer aussi la musique pour jouer, si le matador se comporte bien avec le taureau. Et sinon, ça va être pour indiquer le nombre de trophées. Alors, les trophées, ce sont les 2 oreilles et la queue. Alors, comment on décide? La première oreille, c'est le public qui doit sortir à ce moment-là un mouchoir blanc, un mouchoir, hein, remuer. Et puis, si les mouchoirs sont majoritaires, le président va mettre un mouchoir devant lui. Et il y aura donc la première oreille. Le taureau, bien sûr, a été tué. Si le matador a été bon, bien, le président va donner la seconde oreille. Donc, le président mettra un 2e mouchoir. Et si le matador a été excellent, il mettra un 3e et ça sera la queue. Donc le matador, à ce moment-là, va faire le tour avec les 2 oreilles dans la main, ou une oreille, et la queue s'il était excellent. Voilà. Alors les 2 mouchoirs de couleur, vous avez un mouchoir, que je ne me trompe pas, le mouchoir bleu, c'est pour la vuelta du taureau, c'est-à-dire si le taureau a été bon, donc le matador lui a une oreille ou 2, on va faire un tour de vuelta, un tour de l'arène, avant de l'emmener bien sûr. Vous avez le mouchoir orange, alors pour l'indulto c'est la grâce du taureau. Vous avez eu cet été, puisque les corridas ici ont lieu 12, 13, 14 et 15 août, il y avait 2 taureaux qui ont été graciés. Alors il y a un effet, il y a un peu de mode. C'est peut-être les arènes de Béziers, elles sont un peu particulières.
c'est beaucoup de vacanciers qui viennent ici peut-être voir une corrida de temps en temps. Mais logiquement, le taureau doit avoir été excellent. C'est le taureau qu'on récompense et non pas le matador. Et beaucoup de gens veulent récompenser le matador. Donc ils font une erreur. Et là, cette année, vous avez un taureau qui était gracié de chez Margé. Et le deuxième, c'était, je l'ai vu, je me souviens pas. Voilà, donc l'adulto, et le taureau va repartir à l'élevage, où il va être jusqu'à la fin de ses jours reproducteur. Puisqu'il y a une théorie de gènes, transmission des gènes. S'il était bon, bon on a plus de chances d'avoir des vaches combattantes et des taureaux, bien sûr, combattants. C'est un peu, on peut être blond et pousser de blonde, c'est pas pour ça qu'on a forcément des enfants blonds. Pour donner la théorie. Voilà. Alors vous avez donc aussi le mouchoir vert, c'est si le taureau, on débarque ici, on va y aller après, dans les corrales, 8 taureaux par corrida, parce qu'il y a 2 taureaux de réserve. Si il se blesse, hein, ce qui peut arriver, et à ce moment-là, il y aura quand même, il restera toujours, au moins il faut toujours qu'il y ait 6 taureaux. Alors il est arrivé il y a 4 ans, je crois, c'était avant le Covid. Il y a eu, c'était le dernier matador qui a été obligé d'aller. Le premier taureau était nul, il boitait et tout, donc on l'a changé. Deuxième taureau, on met un des taureaux, c'était le dernier taureau. Donc il n'y avait plus de taureaux. Alors on va prendre un des taureaux de réserve qui s'est même apprêté. Donc on va le rechanger, il a été obligé d'aller chercher chez Margé, qui est un éleveur qui n'est pas très loin, qui est dirige de la vallée des Arènes, enfin son fils Olivier. Et un troisième taureau a été cherché, donc la foule, enfin, les spectateurs commençaient un peu à en avoir assez, il y avait une ambiance un peu dure, parce que c'était mauvais. Il y a 50. Et alors, l'adulto c'est orange, il y a le vert c'est pas de blessure, et il y a le bleu c'est la Velta, le rouge c'est pour, je sais pas, bon, ça me reviendra, peu importe. On va donc aller dans le, alors vous allez voir, alors vous voyez les logos, on va s'approcher si vous voulez. Ganaderia. Le premier, bon, je vous donne un partage d'ici, l'étoile, c'est Randilla. Après, vous avez Borghese, Santiago Domecq, Margé, et le dernier, c'est Murat. Donc, et en dessous, vous avez les couleurs du fer qui vont avec. Donc, les taureaux vont être marqués quand ils sont jeunes. On va leur mettre cette marque. Je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite d'ailleurs. On va leur mettre aussi le mois de naissance et le dernier chiffre de l'année. Donc par exemple, là qui est né aujourd'hui, on est au mois de septembre encore. On mettra 9 et 3. Et puis un numéro, alors là c'est aussi pareil, c'est fait ce contrôle du vétérinaire. On va mettre un numéro, donc ça c'est en fonction de la date de naissance, le 5, le 12, enfin ça fait. Donc les taureaux, comme beaucoup de bêtes, sont marqués. Mais si ils se mélangent, et puis ça permet de vérifier que c'est bien un taureau, par exemple le premier, un Randilla, qui est en piste lorsqu'on va le lâcher. Vous verrez en passant que de chaque côté vous avez des portes. Alors, ce sont l'endroit où on va mettre les taureaux, un par un, hein, bien sûr, dans l'ordre de passage. Après le sortéo, c'est-à-dire le tirage au sort, je vous expliquerai dans les corrales, dans un corral, comment ça se passe, mais on va donc mettre les taureaux, un taureau dans chaque niche, là, 2 à 3 heures avant. Bien sûr, le premier sortira avant le dernier. Hein, donc, comme la corrida, ça peut durer, vous comptez 25, une demi-heure à peu près par taureau, vous voyez, ça peut durer 2h30, quoi, il peut durer 3 heures aussi. Voilà, donc on y va.
C'est là, l'écureuil des taureaux. Comment je peux voir? Alors, on va faire vite. Vous pouvez vous mettre là, comme il commence à pleuvoir, vous mettez ici. Je vais me mettre là, vous abotez un peu. Venez là, il commence un peu à pleuvoir, donc on va faire un peu vite. Mais attention aux déjections. Tout vous approchez pour vous abriter. Hein. De cette façon-là, à peu près la même taille. Abritez-vous. Ça protège un peu quand même. Bon, donc vous êtes ici dans un des 7 chorales où vont être parqués les taureaux lorsqu'ils arrivent. Alors ils sont parqués bien sûr par Ganaderia, c'est-à-dire par élevage. Donc vous avez un ici, il y en a un derrière, il y en a un autre là, il y en a un autre là et 2 autres autour. Donc on va mettre les... Ah oui, là il commence à... Bon, on va... Alors, je montre cette dernière photo et on va repartir ailleurs. Voilà. On va aller... Je vous en parlerai là-bas. On va aller où il y a la chapelle. Allez, on s'en va parce que... On voit pas. Les chorales comme ils étaient avant, donc vous voyez s'il y a des planches, c'était tout à fait très... Donc et donc on va les mettre dans chaque groupe, donc 8 taureaux dans chaque chorale. On va bien sûr s'en occuper, les nettoyer au jet, etc. Parce qu'en plus, quand ils débarquent à la nuit, ils arrivent la nuit dans des camions qui sont quand même bien équipés, mais ils ont perdu, alors c'est suivant l'endroit d'où ils viennent, hein. S'ils viennent des fins fonds d'Andalousie, qui est le plus loin, ils ont quand même perdu, peuvent perdre jusqu'à 30-40 kilos. Et on va faire ce qu'on appelle le sarthéo. Alors on va, alors chaque Ganaderia, chaque taureau a à peu près les mêmes, comment on peut dire, le même aspect. Hein, soit ils ont tous les cordes comme ça, l'autre ils vont comme ça, donc il y a quand même une ressemblance, mais il y a toujours quand même une différence. Et on va faire chaque matador, s'ils sont 3, aura 2 taureaux, et on va pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, même des fois, il y a une discussion entre les représentants du matador. Ils ne viennent pas voir ça. C'est-à-dire son chef de quadrilla, le représentant de la commission taurine, le vétérinaire, et entre eux, ils vont donc faire la répartition pour qu'il y ait une certaine homogénéité des lots. Il y aura 3 lots. Je vais prendre un exemple.
Donc c'est tout à fait théorique. Admettons qu'il y ait un taureau qui fasse 3 taureaux qui font par exemple 550 kg et 3 taureaux qui font 580, et on mettra sur des petits, comment on appelle ça, des papiers à cigarette, donc petits. On va écrire, on mettra un taureau de 550 kg et un de 580 kg, on mettra leur numéro. Un deuxième lot, c'est ça pareil, un 550, un 580. Vous voyez, la théorie, c'est ça. Mais les matadors, enfin les représentants des matadors, essayent aussi de voir la psychologie de chaque taureau pour aussi doser. Alors, comme je vous dis, il y a 8 taureaux qui sont arrivés, donc on va déjà en écarter 2 pour les mettre en réserve et on va faire les lots avec les 6 autres qui restent. Ils sont tirés, donc on les met dans un chapeau, un autre chapeau au-dessus. Le premier représentant du matador le plus ancien va tirer la première boulette, hein, puisqu'on les a roulés, ça fait bien comme un petit poids, et il va annoncer le numéro tant et tant. Et puis c'est donc noté, deuxième matador pareil, et troisième matador pareil. Et après, on va les mettre dans les... Vous avez vu ces fameuses portes là dans les couloirs, les chiqueros, et on va en mettre 1, 2, 3, dans l'ordre de sortie. Là, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur parce que ce serait voilà la règle pour la répartition des taureaux. Alors, les matadors, les taureaux, donc, sont des taureaux qui font le poids un peu variable suivant les races. Hein. Ça varie, ils ont entre minimum 4 ans, maximum 6 ans. Il ne faut pas qu'ils aient plus de 6 ans. Et donc ils vont être répartis en fonction de ça. Voilà, donc là, un matador, un costume de lumière. Donc le costume de lumière, ce sont les matadors ont des fils d'or, alors que les autres, des quadrillas, n'ont plus ils peuvent avoir été des matadors, mais ils ne le sont plus. Et eux ont le droit au costume avec des fils d'argent ou des fils de couleur. Un costume comme ceci coûte, alors en neuf, hein, ça va par 5 000 €. Après, il n'y a plus du tout de limite en fait. Si vous prenez vraiment des fils en or, ça sera plus cher que des fils en or factice. Donc on va l'origine du costume ça remonte à 1830. Donc en 1830, Paquiro Montes va écrire un livre, Paquiro Montes est un matador de l'époque 1830 et on va refaire donc un costume. Alors l'origine, il y a deux thèses. La première, c'est de dire ce sont rappelle les costumes des généraux d'Empire. Vous savez que l'Empire Napoléon Ier avait occupé l'Espagne, puisque son frère était le roi d'Espagne. Et donc on s'est inspiré, notamment les épaulettes et le col et les bordures, des costumes des maréchaux d'Empire. Et d'autres pensent que c'est au contraire, sous Charles X, il y a le retour en France de la mode un peu excentrique des costumes avec beaucoup de dorures et de passementerie. Voilà, donc je vous laisse le choix. Certains vont dire avant la Passéo, ça avait défilé avec les ballons sur la piste, et on est dans la petite chapelle. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Vous verrez au fond, il y a un tableau, c'est une photo tout au moins. C'est la Macarena. La Macarena, c'est la Vierge. C'est Sainte Patronne, c'est la Vierge Marie, la Macarena, c'est de Séville. Ils vont faire l'unité pour créer la CFIO, Section française de l'internationale ouvrière. Et donc, ça sera le premier grand meeting où les arènes seront pleines, hein, parce qu'il y a une forte influence socialiste, surtout quand il y a les 4 tendances. Alors, parmi les orateurs, il y a Jaurès, bien sûr, il y a Marcel Cachin, il y a Jules Guesde, il y a Renaudel, enfin des noms qui peuvent dire aux plus anciens, parce qu'il y a beaucoup de boulevards qui portent les noms de ces gens-là. Ensuite, le second meeting, ça sera la Libération, en 1946, je pense. Là, c'est les communistes, avec Marcel Cachin, qui était
à l'époque socialiste qui est devenu communiste, pour faire un grand meeting aussi, pour unifier le Parti socialiste et le Parti communiste, qui ne seront pas unifiés. Troisième grand meeting, alors là il y aura aussi beaucoup de monde, c'est pendant la campagne de Camp Juppé, en France en 97-98. Il y aura eu des grandes manifestations partout en France et se terminera à Béziers, dans les arènes. Et la quatrième, bon là c'est une tendance opposée, c'est Sarkozy qui fera un rassemblement. Alors, il y aura une tente qui sera montée, une grande tente, et il recevra les gens pour les députés. Alors c'est la société des arènes, qui gère enfin la société des arènes ne tient pas à ce qu'il y ait des meetings, parce que bon, oui, ça peut mal se terminer. Il y a eu des périodes, notamment pendant la guerre d'Espagne, il y avait un matador, un bon matador, d'ailleurs, Lalanda, qui est venu ici, et les anti-fascistes, enfin les anti-franquistes, avaient appelé à un meeting pour empêcher, en 1936-1937, pour empêcher de toréer. Bon, finalement, il est rentré et les manifestants se sont dispersés. Et les arènes comme celle-ci sont liées à l'histoire du pays. Je vous ai parlé, bon, il y en a qui n'étaient pas là, mais pendant les deux guerres mondiales, ils ont servi de camp de concentration, de camp militaire, par les Allemands, etc. Elles servent toujours à l'histoire. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, s'il pleut plus, alors s'il pleut, vous pouvez sortir par là, donc vous continuez, vous avez une porte là. Et vous pouvez monter aussi en haut, comme vous verrez. Alors, si on est dans les témoins auxiliaires, vous ne verrez pas la mer, parce que dans la voie, sinon, la mer a environ une quinzaine de kilomètres. Donc ici, c'est le passé, je vous donne le nom, c'est le passé où le cavalier, où se prépare le défilé des... le passé. Voilà. Merci. Alors, vous pouvez, si vous avez la force, d'aller voir, il y a aussi beaucoup d'autres choses, il y a le musée Thorin, et à l'opposé ici, vous allez vers la mairie, c'est intéressant, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, c'est assez... Ça dépend des étages, ça dépend il y en a qui sortent. La dernière monte en haut, au sommet. Hop. Et les barrières. Ça me rappelle un peu les arènes que j'ai vues en Grèce. Avoir de grandes jambes. Voilà, Béziers, les amis. Ça va bien tomber. C'est une photo. Allez, comme c'est beau. Magnifique.
Voilà, les arènes, les amis. N'est-ce pas merveilleux? Magnifique. Je vais vous montrer la vue de l'autre côté, bien sûr. Regardez un peu. C'est super. Allez, les amis, je vous montre quelques images de ce bel endroit qui est les arènes de Béziers. Alors, comme le disait le monsieur, on n'est pas obligé d'aimer la corrida. Je n'aime pas ce combat irrégulier à mes yeux, mais je comprends qu'il y en ait qui aiment ça, donc je respecte aussi. Eux nous respectent, pourquoi pas nous? C'est la question, c'est ce que je veux. Regardez la vue qu'on a, je vous fais le tour complet de l'arène. Enfin, quasiment complet parce que là où il y a les loges, on n'y a pas accès. Regardez ça comme c'est beau. Alors je ne sais pas de quel côté est la mer parce qu'il y a de la brume. Donc je vous avoue que je ne sais pas de quel côté elle se trouve. Théoriquement. Voilà. Regardez comme c'est beau. Retour Béziers. Voilà. Là c'est d'entrer dans les loges. C'est fermé avec un cadenas, donc je vais pas forcer, je vais essayer juste de placer un œil à l'intérieur. Allez. Hop. Voilà, vous y voyez beaucoup mieux que moi les amis. On voit un couloir ici là arrondi et puis les loges sur le côté. Voilà. Voilà les amis, ce que je peux vous montrer ici. Les arènes, je vais m'asseoir et regarder la piste. Voilà, je suis au siège numéro 4. Voilà. Et voilà ce qu'on voit en bas. Regardez bien. La piste est superbe. Oh, comme les gens sont petits là. Et ici donc il y a des concerts qui se déroulent, vous avez toutes sortes de spectacles. C'est toute beauté les amis, toute beauté. On va arrêter là la visite de ce monument extraordinaire et on va essayer d'aller voir d'autres monuments si on peut. La météo n'est pas terrible pour être honnête, donc je ne sais pas si je vais continuer ou pas. De toute façon, vous le verrez à la vidéo si je fais une conclusion rapide. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres sites. Si par contre, vous voyez une conclusion plus tard et que vous voyez d'autres, je dirais... Alors attendez, parce que là, il y a voilà, une goutte qui m'énervait depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, si vous voyez une conclusion un peu plus tardive, ça veut dire tout simplement qu'on l'aura fait. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. C'est terminé pour la visite ici. On se donne rendez-vous tout de suite ou alors pour une conclusion un peu hâtive. Voilà. À tout à l'heure, les amis.
les amis, sur la promenade du côté de Béziers, je vais m'en tenir juste à la visite de l'arène parce que elle dure assez longtemps, vous avez pu le constater. Donc je vais arrêter de filmer là et je vais aller maintenant en direction Sérignan-Plage, je crois que c'est, et je vais aller me baigner tranquillement, profiter des dernières secondes au bord de la mer. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite bien sûr à m'encourager avec un abonnement, avec la cloche de notification et bien sûr avec un pouce bleu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis, bye.